qui est particulier pour un athlète, c'est que je pense que maintenant les critères de sélection sont tellement exigeants, tellement difficiles d'avoir un seul représentant pour le pays, que vous savez quand même que tout ce parcours que vous avez effectué pour arriver au départ de la compétition, vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir le revivre, parce qu'il faudra repasser toutes ces étapes. Donc il y a une pression et une peur de l'échec qui est très importante en tant qu'athlète. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste Chebassier et j'écris à la main les 30 249 noms des médaillés olympiques depuis 1896. Cette grande fresque fera une fois terminée 130 mètres de long et je rajouterai pendant les Jeux de Paris 2024 les noms des nouveaux médaillés olympiques. Et pour la première fois, j'ajouterai aussi ceux des médaillés paralympiques dont la base de données n'existe malheureusement pas. Je souhaite rendre hommage à travers ce projet artistique à tous ces athlètes qui s'engagent et donnent tout ce qu'ils ont pour vivre l'aventure des Jeux. Ils consacrent ce qu'ils ont pour moi de plus précieux, leur temps. J'ai longtemps écrit le nom de personnes décédées, et une fois le nom du premier médaillé encore en vie inscrit, j'ai eu envie de partager ce moment d'écriture avec les vivants. Vous écoutez le podcast Amateur, qui vous partage dans chaque épisode ma discussion avec un médaillé olympique que je rencontre chez lui ou par téléphone pour écrire son nom en sa présence, et qui me raconte son histoire, celle de sa médaille et celle de son sport. Je découvre que ces médaillés ont tous un point commun avec vous, auditeurs. L'amour du sport. Ce sont donc, comme vous, des amateurs. Et pour cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Patrice Estanguet, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 en canoë-slalom. Il nous raconte dans cet épisode le sentiment donné par la victoire de la médaille de bronze comparée aux autres couleurs. Il nous explique son parcours et la difficulté de se qualifier pour des épreuves où il n'y a qu'une ou deux places pour représenter son pays. Enfin, il aborde son histoire de rivalité avec son frère cadet, Tony Estanguet, qui prendra la seule place qualificative en 2000 et remportera 2 titres olympiques. Cette rivalité évoluera suite à une demande de Tony, que Patrice devienne son coach et qu'ensemble, ils aillent gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ça vous va, on peut commencer, peut-être que vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Patrice Estanguet, je suis médaillé de bronze aux Jeux Olympiques à Atlanta en 1996, en canoë-slalom exactement, c'est ma discipline. Et voilà, c'est une activité que j'ai pratiquée très jeune puisque je l'ai pratiquée dans un environnement familial. Donc ça a bercé un peu toute ma jeunesse et puis ça a continué donc, sans que ce soit forcément prévu aux Jeux Olympiques. Et puis c'est une médaille qui est vraiment très partagée par une culture familiale, quoi. Je pense que c'est le premier mot qui ressort quand on me demande à quoi peut faire référence ma médaille. Ok, donc vous avez commencé en famille, c'est comme ça que vous vous êtes mis au kayak ? Notre père faisait du kayak à haut niveau dans les années 70. C'était pas la même discipline, c'était une autre discipline. Et à ce moment-là, le canoë-kayak, dans sa pratique en eau vive, puisque c'est ce qui nous concerne, n'était pas olympique à ce moment-là. Il l'a été quand même aux Jeux de 72 à Munich, mais c'était la seule fois. Et ensuite, il est revenu à partir de 1992 à Barcelone. Donc, mon père lui pratiquait de la descente de rivière, qui est une discipline un petit peu différente. Mais ce qui fait que quand il s'entraînait, peu à peu, quand on a grandi, à partir de 5-6 ans, il nous amenait sur la rivière. Et on nous faisait pratiquer avec lui quand il avait fini ses entraînements. Et forcément, on sait que l'identification à ses parents est importante souvent dans les pratiques que l'on peut avoir. Et ça n'a pas échappé à la famille Estanguet. Ouais, j'ai vu que ça continuait. Et ça continue effectivement. Ouais. La génération d'après est aussi très investie, notamment le fils de mon frère Tony, qui est plutôt en réussite et qui va participer au championnat du monde junior dans quelques jours. Et mon fils également, qui était champion de France en catégorie junior, qui maintenant est chez les seniors, il a 19 ans. Et donc... voilà, qui pratique intensément l'activité, en effet. Et qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enfant, on a envie de faire du canoë-kayak plutôt qu'un autre sport ? C'est quoi la particularité ? Nous concernant, je vous avouerai que c'est vraiment la filiation parentale qui nous a vraiment porté fortement. On a fait aussi énormément de ski de fond, puisque en fait, mon père pratiquait beaucoup de sports de plein air, enfin un peu tous les sports de plein air. Il a fait du parapente, il a fait plein de choses, mais ce qu'il a pratiqué à haut niveau, c'est
le kayak et le ski de fond. Et donc nous, on a pratiqué énormément ces activités-là depuis très jeune. On a commencé les premières compétitions en ski de fond, on avait 5 ans à peu près. Et du coup, nous, on a vraiment vécu dans la nature. On était vraiment au contact, soit de la montagne, soit l'été, on allait faire un peu de surf, etc. Mais ce que notre papa a vraiment adoré comme activité, c'était de se confronter à des éléments naturels. Et nous, on a grandi là-dedans. Donc, je pense que ça a été notre formation, on va dire. Et, c'était pas toujours facile, parce que quand on est jeune comme ça, les éléments naturels sont pas toujours très tendres avec vous. Mais ça nous a forgé un caractère aussi qui fait que on a peut-être su à certains moments, je dis on parce que bien entendu j'associe un peu mon frère Tony, on a su aussi au départ des compétitions importantes des fois relativiser l'enjeu d'une compétition en se disant que la priorité c'était de se retrouver en phase avec les vagues, les rochers, etc. et de retrouver ce contact avec les éléments naturels pour essayer d'être le plus en phase possible. Et ça nous permettait, je pense d'une certaine manière, de prendre un peu de distance des fois avec l'enjeu d'une très grande compétition qui peut être stressant. Donc je pense que cet apprentissage très jeune au contact des éléments naturels et on a pratiqué sur des rivières qui étaient très difficiles très tôt parce que c'est là que s'entraînait notre père, donc il n'y a pas trop le choix, il fallait que nous on y aille aussi. Eh bien, c'est ce qui nous a forgé un caractère combatif, quoi. Et vous parliez des éléments naturels, mais du coup, en kayak slalom, c'est pas vraiment naturel, si? Alors maintenant, c'est moins naturel, c'est des rivières artificielles en effet. Ça l'était un petit peu plus quand même au moment où moi je concourais, notamment la rivière qui avait été choisie par le comité d'organisation d'Atlanta, qui se déroulait dans la forêt des Cherokees dans le Tennessee. Donc c'était pas tout à fait Atlanta, c'était une rivière naturelle. Par contre, effectivement, maintenant on est quasiment que sur des parcours artificiels, mais c'est pas parce que c'est artificiel que ça n'est pas fluctuant et finalement, on retrouve quand même des mouvements d'eau à peu près les mêmes que sur les rivières naturelles. C'est juste que le milieu est un peu plus sécurisé. Il y a moins de risques de se coincer ou d'avoir des soucis, quoi. Sur une rivière artificielle, on prend moins de risques et du coup, je pense qu'aujourd'hui, pour les organisateurs, c'est quand même plus évident d'engager des compétiteurs sur des rivières artificielles. Ok, parce que du coup, c'est un sport qui est dangereux? Non, il y a quasiment jamais d'accident en compétition, mais disons que c'est arrivé par le passé effectivement que des bateaux se coincent sur des rochers. Donc souvent il y avait des équipes de sécurité qui intervenaient, etc. Mais maintenant sur les rivières artificielles, c'est impossible parce qu'elles sont conçues de manière à ce qu'il n'y ait pas des rochers où on puisse venir se coincer. Donc forcément, on a enlevé tous les risques en fait. Est-ce que c'est que pour limiter les risques ou c'est aussi, entre guillemets, pour augmenter la performance? C'est un peu pour augmenter la performance parce qu'il faut reconnaître que sur les parcours naturels que moi j'ai pu connaître dans les années 90, il y avait des niveaux de difficulté qui étaient très hétérogènes parce que des fois il y avait des rivières naturelles qui étaient avec des courants qui étaient assez faciles, mais à l'opposé, on avait aussi des rivières naturelles comme celle de Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes, en Haute-Savoie, qui était considéré comme le parcours le plus engagé du circuit international. Là, pour le coup, c'était dangereux. Il y avait un vrai danger et il fallait gérer le stress de la compétition, mais aussi un peu l'engagement affectif de la prise de risque lié au fait que si vous retournez dans ce type de rivière et sans réussir à esquimoter, c'est-à-dire à se remettre à l'endroit rapidement, être à la nage dans des parcours comme ça, vous ressortez forcément avec des lésions, quoi. Les jambes tapent au fond en fait et comme l'eau va très vite, le parcours de Bourg-Saint-Maurice c'est très très pentu, c'est un vrai torrent de montagne et du coup quand vous nagez, les jambes elles prennent quand même mal, quoi. Mais ça aujourd'hui ça n'existe plus parce que les rivières artificielles ont un fond qui est lisse, c'est bétonné et du coup vous glissez comme dans un toboggan, donc il y a vraiment aucun danger, quoi.
Ouais, et j'imagine que en plus, vous, est-ce que vous êtes de Pau? Est-ce que c'est un peu le sport national là-bas, le kayak? Oui, ça fait partie, bon, on va dire que le sport national, on va quand même laisser ça au rugby, mais cependant, enfin, le rugby, le basket aussi, en gros, les sports co, mais assez vite après, quand même, on voit le kayak effectivement pointer son nez parce que ben, y a une culture qui est importante et on a aussi le premier stade de vue d'envergure internationale qui a accueilli des grandes compétitions, dont le championnat du monde en 2017, il est à Pau. Et, et donc, ça a créé effectivement une attractivité importante, hein. Aujourd'hui, quasiment toutes les équipes nationales du monde entier viennent s'entraîner à Pau à un moment donné de l'année pour, euh, pour se préparer. Ah ouais. Ah, donc la création de l'infrastructure en fait vraiment un épicentre maintenant de la pratique, quoi. Oui, alors après, c'est lié à plusieurs facteurs, hein. Ça reste un sport quand même qui a besoin de conditions météo à peu près correctes. Et c'est vrai qu'à Pau, étant donné qu'aujourd'hui, le continent qui est vraiment leader dans l'activité, c'est le continent européen. Aujourd'hui, dans le sud de la France, on est quand même bien situé pour avoir des conditions plutôt bonnes quasiment toute l'année par rapport aux autres pays d'Europe. On est dans les mieux placés, ce qui fait qu'en fait, vous avez des équipes nationales européennes qui sont là en permanence à Pau, y compris l'hiver. Et après, ben, les autres continents qui viennent aussi de temps en temps s'entraîner. Ouais. Et donc vous disiez les conditions météo favorables, vous pensez à quoi? Je pense que les conditions pour des athlètes de haut niveau qui ont l'habitude de s'entraîner et qui supportent quand même assez facilement des conditions un peu rude, on va dire que c'est quand même préférable d'avoir au-dessus de 10 degrés de température pour pouvoir s'entraîner correctement. Et ben, ça, on l'a quasiment tout le temps à Pau, on l'a quasiment toute l'année, quoi. Ok. Et 8 degrés, c'est la température dehors ou la température de l'eau? Dehors, Ah, dehors. Ok. 10 degrés à peu près, c'est au-dessus de 10 degrés, c'est des bonnes conditions d'entraînement. En fait, quand il fait plus froid, bon, jusqu'à 5 degrés, on arrive encore à tenir, mais en dessous de 5 degrés, après, vous avez les mains qui sont vraiment congelées, Ok. et du coup, vous avez du mal à tenir la pagaie et à vous entraîner dans de bonnes conditions, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que Pau est un endroit quand même assez favorable si on regarde par rapport à l'ensemble du continent européen. On a ces conditions-là quasiment tous les jours de l'année, une température à au moins 10 degrés à un moment de la journée, on va dire, plutôt l'après-midi. Et du coup, ben, ça attire tous les pays de l'Est, enfin un peu tous les pays. Parce que c'est vrai que si on compare avec l'Allemagne, par exemple, les Allemands, ils vont avoir des conditions un peu plus froides l'hiver. Donc forcément, ben, ils vont venir à Pau s'entraîner, quoi. Ok. Et je me demandais si en kayak on développait un rapport comme en voile ou avec son bateau où il a un petit nom et est-ce qu'on a ce rapport affectif avec son matériel? Alors, on ne donne pas de nom, non. On donne pas de nom au bateau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les calages qui sont dans le bateau sont des calages vraiment sur mesure, qui sont souvent moulés à la forme des jambes, etc. Donc, c'est vraiment souvent quand on donne une image, c'est vraiment le prolongement du pagayeur, hein, le bateau. Faire corps avec son bateau pour pouvoir avoir le niveau de précision dans les trajectoires. Bon, c'est vrai qu'on n'en voit pas très souvent à la télé, mais cet été, quand vous aurez l'occasion de voir les images aux Jeux Olympiques, vous verrez que la précision, elle est à quelques centimètres, hein. C'est passé à 2-3 centimètres près par rapport au piquet. Et ça ne peut être fait qu'avec un pagayeur qui est solidaire avec son kayak, quoi. Donc, il y a quand même un ressenti très très fin et très fort avec son embarcation. Ok, ouais, il y a vraiment cette notion de faire corps avec son bateau. Voilà. Mais après, on ne va pas jusqu'au point de leur donner des noms. Ok. Et c'était comment du coup comment ça s'est passé les Jeux d'Atlanta? Bah, les Jeux d'Atlanta, c'était un moment particulier. Déjà, il faut savoir que même si cette année-là, j'étais leader du classement mondial international, aux sélections françaises, en fait, je n'ai terminé que troisième. Et il y avait 2 sélectionnés. Donc moi, je n'ai pas été sélectionné tout de suite. En fait, j'ai été sélectionné 3 semaines avant les JO. Ah oui. Suite il y avait une petite anecdote qui passait dans les médias, comme quoi j'avais été repêché, ce qui était naturel pour un kayakiste. Voilà.
Et donc, en fait, moi, j'ai été justement repêché parce qu'il y a 3 nations qui n'ont pas envoyé leurs athlètes. Donc, s'il y avait 3 nations qui n'envoyaient pas leurs athlètes aux JO parce qu'ils ne les considéraient pas à un niveau suffisant, bah, ça ouvrait une place supplémentaire pour la nation qui était leader dans le classement mondial. Et comme c'était la France, j'ai pu accéder à la course. Voilà. Et puis après, bah, j'ai fait 3e sur l'épreuve. Derrière, un dénommé Martikan, un Slovaque qui était donc une révélation puisqu'il avait seulement 16 ans. Et puis le second, le médaille d'argent, qui était champion olympique 4 ans avant, donc un Tchèque, Lukáš Polert. C'était une course très intense, avec des temps extrêmement serrés entre nous. On était tous les 3 dans la même seconde pour un temps d'effort qui était quand même beaucoup plus long que ce qu'on connaît actuellement, donc avec normalement des écarts un peu plus importants. En gros, on était proche des 3 minutes, alors que maintenant, une compétition, ça se concourt en 1 minute 30. Ah ouais. Voilà, le temps a été divisé par 2, donc forcément, si on comparait avec de l'athlétisme, aujourd'hui, c'est comme si on courait des 800 mètres, alors que nous, on était plutôt sur du 1500, voire presque du 2000 mètres, quoi. Ah ouais. Et vous finissez tous les 3 dans la même seconde? Et c'était très très serré, avec des profils un peu différents, mais des écarts, ça s'est joué à quelques dixièmes entre nous. Et voilà, après, l'une des particularités, c'est que la veille de ma compétition, il y a eu un attentat à Atlanta. Du coup, le début des courses, pour nous, s'est fait sans spectateurs, parce que les spectateurs n'ont pas été autorisés à rentrer dans l'enceinte tout de suite, au bord de la rivière. Mais bon, moi, comme je passais quand même dans les derniers, au moment où je suis passé, les spectateurs étaient à peu près tous là, et c'est vrai que c'était impressionnant, parce que moi, je les avais pas forcément vus avant mon départ, puisque j'étais dans la zone d'échauffement qui était un petit peu plus en amont. Et c'est vrai que quand je suis passé, ça m'a fait bizarre, parce qu'il y avait pas loin de 20 000 spectateurs. Et du coup, l'enthousiasme des Américains a fait que pour la première fois de ma vie, je pense que je n'entendais plus le bruit de l'eau et le bruit des mouvements d'eau, ce qui était quand même particulier, j'avoue. Donc je me rappelle bien de cette sensation-là qui était assez unique, que j'avais jamais ressenti avant. Il y avait les encouragements étaient tellement forts que j'entendais plus du tout le bruit de la rivière. Ah ouais, excellent. Donc c'était un moment particulier. Ouais. Donc si je résume, vous êtes premier mondial, vous n'êtes pas qualifié pour les Jeux. À 3 semaines des Jeux, finalement, vous vous qualifiez et vous finissez 3e dans la même seconde. Est-ce que du coup, on est content d'arriver à décrocher cette médaille, ou on est un peu dégoûté parce qu'à quelques dixièmes, on avait l'or? Alors, l'histoire des Jeux dit que, en général, le champion olympique dit toujours le scénario de manière très positive, parce qu'il gagne à la fin. Le plus frustré des 3, en général, c'est le médaille d'argent, parce que c'est celui qui est passé le plus près du titre. Le médaille de bronze, ce qui était mon cas, en général, il a quand même la satisfaction de ne pas avoir basculé à la 4e place, qui est quand même celle qui vous laisse au pied du podium. Et c'est vrai que c'est un peu c'est quand même une réalité. Moi, quand je suis arrivé à l'arrivée de ma course, je suis en tête. Et puis après, ils sont passés devant moi. Donc le premier qui est passé devant moi, c'était Polert, le Tchèque. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un peu de frustration. Et ensuite, quand il y a le Slovaque qui passe encore devant, après, vous retenez un peu votre respiration en espérant qu'il n'y ait pas un autre qui passe devant, sinon après c'est terminé, quoi. Vous n'êtes plus sur le podium. Donc moi je l'ai quand même bien vécu, parce que content d'être sur le podium. Après, il y a toujours des petites frustrations à l'analyse, parce qu'on se dit qu'on aurait pu, quelques dixièmes, on les trouve facilement pour se dire qu'on aurait pu les gagner, ceux-là, mais c'est possiblement la même chose pour mes adversaires. Donc en réalité, ça, il faut le relativiser. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le titre de Martikan, donc le Slovaque, a été aussi le début de notre histoire, de la suite, en fait, puisque malheureusement pour moi, les Jeux d'Atlanta seront les seuls que je vais vivre en tant qu'athlète, puisque 4 ans après, même si en tant que médaillé à
à 23 ans à Atlanta, je pouvais légitimement espérer défendre bien mes chances à Sydney en 2000. Et pour 2000, il a fallu rebatailler pour les sélections françaises. Alors j'avais acquis quand même pas mal d'expérience, j'avais gagné des compétitions importantes entre 96 et 2000, donc j'arrivais aux sélections en 2000 avec un statut quand même de leader au niveau mondial. Mais il fallait repasser par la case sélection. Et là, aux sélections, je me suis retrouvé face à un petit jeune, en l'occurrence mon frère, Tony, qui avait donc un peu plus de 5 ans de moins que moi. Et donc là, c'est lui qui est passé aux sélections. Et cette année-là, il n'y avait qu'une place. Donc, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir reprendre le départ au JO. Il a fallu laisser la place à son petit frère. Et donc, Tony s'est retrouvé face à ce fameux Martican qui a aussi beaucoup progressé, grandi et qui a été mon principal rival pendant les années 96 à 2000. Et voilà. Et donc ça a été un moment aussi particulier de l'histoire, enfin de mon histoire de sportif, puisque je me suis retrouvé face à mon frère. Ça n'a pas été très facile à vivre, mais on s'est toujours relativement bien entendu avec Tony, même si à ce moment-là, on va dire les quelques mois qui ont précédé ces sélections, on s'entraînait pas ensemble. On faisait chacun son entraînement puisqu'on était en concurrence directe. Et voilà. Et Tony, qui n'avait pas de palmarès particulier, il avait déjà fait quand même un podium sur une manche de Coupe du Monde quelques années avant, mais globalement, il n'avait pas forcément trop bien réussi ses sélections internationales. Mais je pense que ces sélections ont été un déclic pour lui. Alors, il le dit souvent dans ses interviews que ça a été un déclic pour lui mentalement parce que à partir du moment où il avait réussi à me battre, il s'est dit qu'il pouvait prétendre à des bons résultats. Et c'est vrai que ça a été un nouveau départ pour lui puisque quelques semaines après ses sélections, il est champion d'Europe. 15 jours, je crois, après les sélections. Il a remporté plusieurs manches de Coupe du Monde et puis 2 mois après, il est champion olympique à Sydney. Ah ouais. Voilà, juste devant Martican, qui est deuxième. Et là, ça a été le début de leur confrontation qui a duré après une dizaine d'années, puisqu'ils se sont retrouvés encore face à face à Londres en 2012. Voilà, donc pendant plusieurs années. Alors moi j'ai continué ma carrière jusqu'en 2004. Mais aux Jeux d'Athènes, il n'y avait qu'une place aussi. Et donc, c'est légitimement Tony qui l'a obtenu et qui est de nouveau champion olympique une deuxième fois, juste devant Martican. Ensuite, donc moi, j'ai pris un peu de distance. J'ai appris mon métier d'enseignant parce que j'étais détaché jusque-là. Et donc, à partir de 2004, j'ai retrouvé l'éducation nationale et je suis devenu enseignant. Et puis ensuite, Tony, en 2008, il arrive quand même en tant que favori aux Jeux de Pékin, porte-drapeau de la délégation française. Sauf que, les entraînements ne se passaient pas comme il voulait sur le site de Pékin. Les 6 derniers mois ont été difficiles pour lui parce que vraiment, il n'arrivait pas à bien s'exprimer sur le parcours qui avait été conçu par les Chinois. Et là, il passe complètement à côté. Il n'est même pas en finale. Il n'est pas dans les 8 premiers, donc il ne concourt pas à la finale. Et puis, à l'issue, quelques semaines après ces Jeux Olympiques de Pékin, je me souviens, il est passé me voir chez moi et il m'a demandé si j'accepterais de devenir son entraîneur pour préparer les Jeux de Londres. Donc du coup, j'ai revécu l'expérience olympique, non pas en tant qu'athlète, mais en tant qu'entraîneur de Tony pour les Jeux de Londres. Donc on a fait 4 ans ensemble en tant qu'entraîneur et athlète. Et c'est bien passé. Enfin, au début, c'était un peu difficile de trouver mes marques parce que c'est pas un métier que j'avais exercé trop avant. Mais par contre, je connaissais bien Tony, je connaissais bien ses caractéristiques. On a réussi quand même à bien collaborer. Et du coup, au cours de l'Olympiade, Tony a gagné 2 titres de champion du monde et il termine champion olympique à Londres. Voilà. Donc, c'était une belle fin de carrière pour lui et une belle expérience pour moi pour revenir vivre les Jeux olympiques. Ouais, c'est magnifique comme histoire. Ça m'a fait penser à plein de choses. Ouais, c'est sympa parce que on a quand même été plus jeune, on a été quand même en concurrence directe pour la même chose. On voulait la même chose, on voulait la même place.
et ça n'a pas été facile à gérer, mais on n'a jamais eu de conflit vraiment, mais bon, voilà, on avait quand même cette frustration de devoir s'affronter directement. Et puis, les dernières années, par contre, là, pour le coup, on était vraiment sur un projet commun. Bon, c'est lui qui m'a proposé. Il aurait pu... je pense qu'il y avait d'autres entraîneurs disponibles. Et je pense que lui, il avait peut-être envie qu'on arrive à vivre ça ensemble. Et du coup, voilà, ça finit plutôt très bien. Ah, magnifique. Cette conclusion par un titre olympique à deux, elle est belle. Là-dessus, ça me fait penser que euh, si on regarde, je sais pas, la Coupe du Monde de foot, on va dire que Didier Deschamps il est champion du monde en 2018. Mais aux Jeux Olympiques, on parle très peu finalement des coachs. Ils n'ont pas de médaille, ils Oui. sont un peu dans l'ombre. Comment on le vit par rapport à une médaille de bronze en tant que participant, une médaille d'or en coach? C'est quoi les différences? Ah, c'est différent. Le stress est pas tout à fait le même quand même. Je pense que quand on est athlète, la remise en question est très profonde, tout simplement parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc ça, quand même, on a la conscience de ça. Et puis, même si vous l'avez pas naturellement, le cadre autour vous le rappelle, parce que pour une fédération, c'est très important, les Jeux Olympiques, les résultats aux Jeux Olympiques. Donc vous avez autour de vous des personnes qui sont là, président de la fédération, des TN, etc., que vous ne voyez pas toujours sur toutes les compétitions. Donc s'ils sont là, c'est qu'il y a un enjeu qui est particulier. Et en plus, vous ne voyez que, parce que maintenant, il y a quand même très peu de personnes accréditées, parce que le comité d'organisation n'a pas les moyens d'accréditer plus que ce qu'il a prévu. Et je ne sais plus exactement le nombre de personnes, mais en gros, vous avez autour de vous des personnes qui sont très directement impliquées dans l'enjeu de vos résultats. Et du coup, les Jeux Olympiques, c'est une pression forte. Alors, en tant qu'entraîneur, vous l'avez aussi, parce que vous participez à cette équipe, vous le ressentez aussi. Mais ce qui est particulier pour un athlète, c'est que je pense que maintenant, les critères de sélection sont tellement exigeants, c'est tellement difficile d'avoir un seul représentant pour le pays, que vous savez quand même que tout ce parcours que vous avez effectué pour arriver au départ de la compétition, vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir le revivre, parce qu'il faudra repasser toutes ces étapes, les années futures, etc. Donc il y a une pression et une peur de l'échec qui est très importante en tant qu'athlète. En tant qu'entraîneur, je pense que c'est un peu moins marqué quand même. En tout cas, pour moi, c'était moins engageant de ce côté-là. J'aurais utilisé un peu plus, mais par contre, c'est vrai que j'étais... quand Tony est passé en 2012 dans son parcours, j'avais l'impression de naviguer avec lui, puisque il y a plusieurs personnes qui m'observaient quand j'étais sur le bord en train de suivre et qui voyaient que je faisais les mêmes mouvements que lui. Donc, j'étais complètement en synergie avec lui et j'ai vécu ça de manière très, très, très intense. Et c'est vrai que c'est très sympa d'avoir pu vivre une victoire que j'ai pas pu avoir en 96, que j'ai pas pu revivre après et que j'ai pu côtoyer de très près là en 2012, parce que pour le coup, en étant son entraîneur, j'étais au plus près des choix tactiques, de l'engagement physique qu'il devait exploiter pour réussir, quoi. Donc j'ai quand même vécu tout ça de près, et c'est vrai que ça a été une chance extraordinaire. C'est magnifique comme histoire. Ça me fait penser un peu je sais pas pourquoi, mais aux frères Lebrun. Je sais pas si vous voyez là, les joueurs de ping-pong, qui ont un peu cette chance presque par rapport à vous et Tony, mais que vous avez surcréé après, de pouvoir jouer en double de temps en temps. Et donc j'imagine que ça doit atténuer aussi les liens de rivalité qu'il y a quand on s'affronte, quoi. Je pense. Après, je pense que c'est pas facile pour eux non plus, parce que pour suivre un peu ce qui se passe entre eux, bon, j'ai compris que Félix, il est le plus jeune, il est déjà sélectionné. Ouais. Alexis, je crois que c'est en cours de réalisation en fonction des résultats là qui vont arriver ces prochains jours. Mais effectivement, c'est pas évident, parce que les résultats de l'un peuvent éventuellement impacter un peu les émotions de l'autre. Et comme vous dites, ils ont quand même cette chance effectivement de pouvoir occasionnellement être ensemble sur un match en double. Alors je crois que à Paris, là, ils ne pourront pas, parce que je crois que le double masculin n'est pas présent. Mais
Je crois que c'est uniquement le double mixte et l'épreuve par équipe après. Et dans l'épreuve par équipe, là pour le coup, ils peuvent vraiment essayer d'aller chercher un titre ensemble, enfin ou en tout cas un résultat. Et il n'y a pas de double masculin. Alors je suis pas sûr de moi, c'est ce que j'avais compris quand même. Je crois que parce que ça tourne en fait les épreuves. Il peut y avoir à certaines éditions olympiques, il peut y avoir le double masculin, mais là je crois que c'est du double mixte qui sera présent sur cette édition-là. J'avais trouvé que l'image de la finale là, de la Coupe de France, oui. où le grand frère saute sur la table, c'était un moment d'émotion hyper fort. Et que je trouve que les histoires des sportifs, c'est des histoires de vie plus, et que n'importe qui peut s'identifier à une bataille avec son grand frère, sa grande sœur, cette bataille un peu interfratrie, que ce soit pour être le meilleur agent immobilier ou pour n'importe quoi. C'était hyper fort. Donc vous, je pense que c'est un peu la même chose, quoi. Oui, non, mais c'est sûr qu'on s'identifie facilement parce que de toute façon, quand on a des fratries, enfin quand on a des frères et sœurs, on grandit ensemble et on passe par toutes les émotions. Il y a des moments où on se sent soutenu et on est très heureux d'avoir un grand frère ou une petite sœur ou autre pour partager des moments avec. Et puis il y a des moments où on préférerait qu'ils soient pas là parce que ça se passe pas forcément comme on voudrait et il faut vivre avec tout ça. Et là en compétition, c'est un peu pareil. Vous avez des moments où vous passez par toutes les émotions, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a l'opportunité de partager des choses positives et fortes, ça crée ça renforce un lien et souvent ça reste longtemps. Je pense qu'avec Tony, on va s'en souvenir jusqu'à la fin. Ça a dû être dur pour vos parents et votre famille, cette rivalité aussi. Oui, ouais, je pense que c'était pas facile. C'était pas facile, effectivement. En 2000, c'est que mes parents restaient un peu à distance. Ils savaient pas trop s'il fallait qu'ils soient présents sur le site ou pas. En fait, ils étaient mal à l'aise, quoi. Okay. Mal à l'aise avec la situation. Mais bon, après, moi, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours pas trop mal vécu les défaites quand même. J'ai jamais sombré moralement après une défaite. Et je pense d'ailleurs que c'est un trait de caractère qui fait que j'ai pas eu le palmarès de Tony, parce que je pense que Tony, lui, les défaites, il les vit moins bien. Et j'ai écouté récemment une interview de Teddy Riner qui dit que lui, il ne supporte pas les défaites. Et, pour lui, c'est insupportable et ça le met dans des états pas croyables. Et je pense que Tony est un petit peu pareil et à mon avis, c'est quand même un trait de caractère des grands champions dans leur discipline. C'est ceux qui, ils ont souvent ce trait de caractère qui consiste à ne pas vouloir imaginer la défaite et à mettre tous les moyens possibles pour gagner, parce que pour eux, l'échec est insupportable, quoi. Voilà. Mais moi, je pense que je suis pas comme ça. Je suis moins. C'est sûr que quand je passe à côté d'une compétition, quand je passais à côté d'une compétition, je relativisais assez facilement quand même. Et je pense que ça a pu aussi, à certains moments, limiter mes résultats, quoi. Ok. Et du coup, vous êtes coach maintenant ? Alors, l'an dernier, j'étais entraîneur pour un athlète qui s'appelle Denis Gargaud, qui était champion olympique en 2016. Donc, il va arriver bientôt dans la fresque. Ouais. Par contre, il n'a pas été sélectionné par la fédération. Donc, du coup, ma mission s'est interrompue à la fin de l'année 2023. Et là, ces derniers mois, j'ai été sollicité. Je travaille avec une athlète ukrainienne, voilà, qui a un contexte un peu particulier, parce qu'elle ne peut plus vraiment s'entraîner dans son pays. Donc, elle est venue s'installer à Pau pour s'entraîner, pour préparer les Jeux. Et donc, ces derniers mois, j'ai travaillé avec elle. Et donc, je serai peut-être à ses côtés aux Jeux, je ne sais pas encore, en fonction du nombre d'accréditations possibles. Voilà. Je travaille quand même un peu avec des athlètes encore, effectivement, qui préparent les Jeux Olympiques. Ok. Elle a une chance de médaille ? Alors, elle est dans le top 10 mondial. Elle fait partie des prétendantes pour une médaille, mais elle n'est pas favorite, quoi. Okay. Mais elle
a déjà fait des résultats internationaux, elle a déjà été médaillée sur les compétitions internationales, donc elle va courir pour essayer d'accrocher une médaille, bien sûr. Et d'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, j'y pense maintenant. Mais mon projet, je l'ai appelé Amateur, l'amour du sport. C'est ça que ça veut dire pour moi. C'est ce qui rassemble les spectateurs et les professionnels, ou en tout cas les pratiquants. Et du coup, je me demandais si, j'imagine, en canoë-kayak, c'est pas un sport, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on voit beaucoup à la télé. Du coup, vous étiez amateur pendant toute votre carrière? Alors amateur, oui et non. En fait, derrière amateur ou derrière professionnel, on met beaucoup de signification. Souvent, sportif professionnel, ça veut tout de suite dire quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc, moi, j'ai jamais bien gagné ma vie en faisant du kayak. Par contre, moi, j'ai obtenu mon diplôme, le concours pour être enseignant en 95. Et donc, entre 95 et 2004, l'éducation nationale me rémunérait pour m'entraîner. Donc, j'étais quand même... j'avais un salaire et je pouvais l'État m'accompagner, quoi. Donc j'étais d'une certaine façon professionnelle puisque c'était la mission que me confiait l'État à ce moment-là. Pour autant, voilà, j'ai gagné un salaire enseignant et pas comparable avec d'autres rémunérations qu'on peut connaître dans d'autres sports. Voilà, donc je ne sais pas si on peut dire amateur ou professionnel. Après, ça a un sens particulier, parce que vous savez, moi je suis enseignant de PS, et parmi les épreuves pour devenir enseignant, il y a une épreuve sur l'histoire de l'EPS et l'histoire du sport, qui part de 1880 à peu près. Donc on doit rédiger une dissertation sur un thème particulier. Et donc on apprend aussi à comprendre les valeurs du sport et puis les valeurs telles qu'elles ont été initiées au départ par Pierre de Coubertin à l'époque. Et le terme amateur avait quand même un sens particulier. Parce que pour Pierre de Coubertin, il fallait être amateur pour être présent aux Jeux Olympiques. Et amateur, pour lui, ça signifiait que on ne devait pas, en fait, par son métier, être avantagé dans les épreuves sportives. Ça devait être pratiqué uniquement sur des temps annexes en dehors d'un temps professionnel, quoi. Le forgeron, il pouvait pas faire du lancer de poids, quoi, c'est ça? Oui, voilà, c'était un peu ça l'idée. C'était un peu ça. Et c'était d'ailleurs peut-être... enfin bon, c'était une autre époque et c'était... aujourd'hui, ce serait tout à fait contestable d'avoir de tels a priori sur qui a l'accès à l'activité. Et d'ailleurs, à l'époque, l'accès égalitaire entre les hommes et les femmes, d'ailleurs, n'était pas du tout respecté, puisque les propos de Pierre de Coubertin sur le sport féminin étaient assez misogynes quand même. Ouais. C'était une autre époque, c'était une autre période. Et je profite de parler de ça parce que, a priori, Paris seront les premiers Jeux Olympiques avec une parité vraiment à 50%. Hein. C'est-à-dire que tous les sports doivent être proposés aux hommes et aux femmes. Un sport ne peut plus être présent aux Jeux Olympiques s'il n'y a que les hommes qui le pratiquent, quoi. Et donc, ça veut dire que là, on a un peu passé le cap d'un certain héritage sur les valeurs qui étaient énoncées au début des Jeux Olympiques en 1896. Et voilà, peu à peu, ça évolue, mais c'est normal. La société évolue et voilà, les choses changent. Mais c'est sûr que le terme amateur, je pense, a un sens particulier avec les Jeux Olympiques, clairement. Même si cette année, je crois qu'on aura une équipe américaine de basket exceptionnelle. Et donc, on aura les plus grands professionnels du sport, les plus connus qui seront présents aux Jeux Olympiques. Mais malgré tout, je crois qu'il y a quand même une valeur particulière. Et on le sent un peu, notamment, on peut prendre l'exemple du tennis, parce que en tennis, les joueurs qui sont des professionnels gagnent beaucoup d'argent s'ils gagnent un tournoi du Grand Chelem ou un Master 1000, enfin des compétitions prestigieuses du circuit de tennis. Mais
ils vont gagner beaucoup moins d'argent s'ils gagnent les Jeux Olympiques, parce que les primes olympiques sont souvent bien inférieures à ce qu'on peut obtenir sur un tournoi de tennis professionnel. C'est sans comparaison. Et pourtant, j'ai l'impression que les meilleurs tennismen ont envie d'être champions olympiques. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de ce côté amateur, dans le sens où on y vient pour un prestige et moins pour de l'argent, quoi. Ça me fait penser, c'est un peu amateur, j'ai dit par amour du sport aussi. Mais du coup, ce que vous dites, c'est un peu par plaisir du jeu aussi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est en fait l'envie d'avoir ce titre olympique qui, en fait, a une valeur très importante, mais c'est pas une valeur financière. C'est autre chose. Donc, c'est effectivement l'envie de maîtriser un peu les éléments, le contexte, l'activité, mieux que les autres. Et je pense que c'était ça aussi, parce qu'être amateur, effectivement, par rapport à être professionnel, ça peut être considéré comme en dessous. Mais quand on dit que quelqu'un est un vrai amateur dans une activité, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a des compétences, quoi. Et donc au final, ce mot amateur, il peut être perçu dans les deux sens. Et pour moi, amateur aux Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui est un expert, quoi. Je pense qu'il y a presque que ça, quoi. Oui, de toute façon, maintenant, au départ des Jeux Olympiques, il y a tellement peu de place, puisque le nombre de disciplines a augmenté, pour différentes raisons, mais entre autres parce que tous les sports ont envie de faire partie de cette fête-là. Et en plus, il y a la parité homme-femme qui a augmenté le nombre d'athlètes. Et du coup, aujourd'hui, il y a très peu de place au départ des compétitions. En canoë-kayak, il y aura une vingtaine d'athlètes au départ. C'est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être 22 ou 24, je ne sais pas exactement. Mais voilà, quand vous êtes au championnat du monde, vous avez 150 participants. Donc, avec une sélection aussi, mais ce que je veux dire, c'est que au JO, il y a très très peu d'athlètes présents et du coup, il y a vraiment que des spécialistes et des athlètes qui viennent pour jouer une médaille quasiment. Ouais, c'est sûr. Après, on avait vu des fois en 2012, je crois, il y avait l'équipe de handball anglaise, un truc comme ça, où c'était des joueurs de niveau inférieur. Mais effectivement, c'est quasiment toujours les grands experts, quoi. En fait, ça arrive par le jeu des sélections qui est quand même assez complexe, parce que l'idée, c'est que pour que la compétition intéresse le plus grand nombre, et quand on dit le plus grand nombre, c'est la planète entière, il y aura de toute façon les 5 continents représentés dans chaque activité. Et du coup, on pourrait avoir, je sais pas moi, a priori à Los Angeles, les Américains vont réintégrer le baseball, d'après ce que j'ai compris. Bon, le baseball n'est pas très pratiqué en Europe, par exemple, mais il y aura quand même une équipe européenne. Et forcément, ce ne sera pas une équipe compétitive pour aller chercher une médaille. Mais bon, la majorité des équipes, en général, sont quand même dans les meilleurs mondiales, quoi. Écoutez, un grand merci pour cet échange, c'était passionnant. Bon, merci à vous. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette rencontre avec Patrice Estanguet et le canoë slalom vous a plu. J'ai personnellement beaucoup aimé son histoire de la victoire de sa médaille, alors que peu de temps avant les Jeux, il n'était pas qualifié. J'ai été touché par sa rivalité avec son frère Tony, surtout en étant le grand frère, et leur victoire commune, elle a conclu parfaitement ce récit. Vous pouvez découvrir d'autres histoires de médaillés olympiques sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast et si vous voulez soutenir le projet artistique amateur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast à vos proches et aux amoureux du sport, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie pour ce moment partagé, pour votre temps, et je vous dis à bientôt.